Il reste à peine quelques jours d'attente avant Noël. Les résidents d'une petite ville d'Écosse s'affairent à terminer leurs préparatifs. Sans savoir qu'un épouvantable danger les menace. La rue flambait, les pelouses flambaient et les maisons flambaient. Je n'avais jamais rien vu de tel. Un terrible écrasement d'avions ébranle un village et attire l'attention du monde entier. C'est une des attaques terroristes les plus significatives de l'histoire. Un morceau de débris, gros comme le bout d'un doigt, permettra enfin de dénouer l'enquête. Nous sommes le 26 octobre 1988 près de Düsseldorf en Allemagne. Depuis des semaines, les autorités allemandes pistent 2 présumés terroristes dans les rues de l'antique ville de Neuss. Aujourd'hui, les policiers entrent enfin en action. Jetzt! Bika! Bika! Mais dans le coffre de la voiture des suspects, ils font une découverte étonnante. Berühren Sie es nicht. Ils font ensuite une descente dans l'appartement occupé par les 2 hommes et y trouvent une série de passeports vierges et un petit arsenal. Lorsque les policiers examinent la radio saisie dans le coffre, ils découvrent qu'elle a été connectée à des explosifs. Les 2 hommes arrêtés en Allemagne sont associés à une organisation terroriste bien connue, le Front populaire de libération de la Palestine. Hafez Al-Kamouni expédie des armes en Syrie et au Liban. Marwan Krishat est un fabricant de bombes notoires. Il a provoqué l'écrasement d'un Learjet, sinon de plusieurs avions. L'intense activité aérienne de la saison des fêtes débutera dans 2 mois à peine. En mettant ces 2 hommes sous les verrous, la police allemande a sans doute amélioré la sécurité de l'aviation civile. Deux mois plus tard, le vol 103 de Pan Am Airways quitte Londres à destination de New York. L'avion à réaction vient de décoller de l'aéroport d'Heathrow. Il y a 259 personnes à bord. Durant la première étape de vol, l'appareil mettra le cap au nord-ouest et survolera l'Écosse. Ce qu'on appelle le départ de Daventry désigne l'un des 6 itinéraires préétablis suivis par les avions à réaction qui décollent de l'aéroport d'Heathrow. L'avion survolera plusieurs petites villes, dont Lockerbie. Confortablement installés dans les basses terres écossaises, les résidents de Lockerbie ne réalisent pas qu'ils vivent sous une autoroute aérienne très achalandée. Ce 747 de la Pan Am est connu sous le nom de Clipper Made of the Seas. Tandis que l'appareil revient en vol horizontal à 9500 mètres d'altitude, l'équipage contacte le contrôleur aérien. Good evening, Scottish. Clipper 103, we are level at 310. 103, you are identified. Le commandant de bord, James McQuarrie, est âgé de 55 ans. Comme la plupart de ses passagers, il retourne à la maison pour la période des fêtes. « 8 kilomètres plus bas, les résidents de Lockerbie se préparent à fêter Noël. Michael Gordon bavarde au téléphone avec un ami lorsqu'un étrange grondement envahit sa demeure.
Hang on. There's something odd outside here. The weather that night Ce was soir-là, le temps était loin d'être calme. Il y avait un vent d'ouest assez violent. fairly strong westerly wind. Je l'entendais frapper une fenêtre juste devant moi. The window in front of me. From my window, De cette fenêtre, je voyais Lockerbie, car ma maison est bâtie sur la colline. and I heard this noise. J'ai entendu un bruit de tonnerre assez fort pour couvrir The celui du noise vent. sounded like thunder. However, I saw Ensuite, j'ai vu des choses sombres tomber du ciel, illuminées par les lumières de Lockerbie. and then, Et puis, à ma droite, quite high, très haut dans le ciel, I could see j'ai vu un objet long et noir, couronné de flammes, s'approcher rapidement. and Il se dirigeait droit vers Lockerbie. towards Lockerbie. When it hit, Il s'est écrasé dans une épouvantable explosion. and I could hear J'ai même entendu les tuiles de mon toit se soulever. lifting. Hello? Hello? When the explosion Au moment de l'explosion, ma ligne téléphonique a été coupée. stopped functioning, Lockerbie brûle. De gigantesques flammes percent l'obscurité de la nuit. Et Michael Gordon se précipite au cœur du sinistre. but I remember Je me souviens d'avoir trouvé un billet d'avion absolument intact. an airline ticket, and it was Il n'avait pas été endommagé par le feu ou le carburant. damaged by Il n'y avait aucun signe de contamination. fuel or contamination of any sort. Il indiquait le point de départ, Heathrow, Said et le point d'arrivée prévu, JFK, à New York. Inexplicablement, le vol 103 de Paname est tombé du ciel et s'est écrasé sur la petite ville de Lockerbie, en Écosse. À la lumière du jour, toute l'horreur de l'écrasement du vol 103 de Paname est manifeste. Plusieurs maisons ont carrément disparu. Pulvérisées sous l'impact de l'accident. Un énorme cratère défigure la partie sud de la ville. 1500 tonnes de terre et de roc ont été excavées du sol. 11 résidents de Lockerbie ont péri, en plus des 259 occupants du Boeing 747. As far as I know, I've lost my brother-in-law, my sister-in-law, and their house is there's just a 30-foot crater. In the ruins of their homes, they search for the bodies of the aircraft's passengers. Such a catastrophe, so sudden, so great a shock for a quiet town. It looked like a scene out of hell. This whole road was ablaze. Quelques heures après l'écrasement fatal, les premiers enquêteurs arrivent sur les lieux. Mick Charles est l'enquêteur en chef de l'AAIB, le service britannique d'enquête sur les accidents aériens. On s'est tout de suite rendu au site du cratère, qui empestait encore le carburant. Il y avait des débris d'avions partout et une certaine quantité de restes humains. Mick Charles oriente rapidement son équipe vers la recherche d'indices. L'énervement était palpable. Il y avait énormément de gens et une certaine sensation de chaos. You'll be organized into groups, headed by an AAIB inspector. Does anyone have any questions? The sooner we start, the better. Plus de 1000 agents de police et 600 membres des forces armées convergent vers Lockerbie. On voulait tous des réponses. Sans savoir ce qui s'était passé, on se doutait bien qu'il s'agissait d'un événement colossal. Mais l'étendue du désastre est difficile à saisir. Chris, the RAF have offered us a helicopter. Can we use it?
À cause de l'incroyable quantité de fragments, les inspecteurs auront besoin d'une vue panoramique pour localiser les plus importants champs de débris. Il y avait très peu de cartes de la région. Au début de l'enquête, comme leur nombre était insuffisant, on a utilisé des photos en noir et blanc. Pour faciliter les recherches, les inspecteurs obtiennent les services de Michael Gordon, un policier local. Ils voulaient que j'identifie des points de repère géographiques ainsi que des pièces d'aéronefs. Et ils ne tardent pas à cerner l'ampleur de la tâche. De l'hélicoptère, on voyait que l'écrasement s'était produit à Lockerbie et que les débris formaient un cône. En s'éloignant de la ville, ce cône s'élargissait progressivement. Je voulais d'abord établir un tracé de l'écrasement qui m'aiderait à diriger le travail des inspecteurs au sol. Les inspecteurs sont stupéfaits de découvrir que les débris couvrent une étendue de terrain supérieure à celle de la ville de Londres. 2000 km². Il est clair que le vol 103 de Paname s'est désintégré bien avant de s'écraser au sol. Normalement, les sites d'écrasement couvrent une surface relativement restreinte. À Lockerbie, ce n'était pas le cas. Les inspecteurs avaient rapidement identifié une demi-douzaine de sites distincts. Un 747 est composé de plus de 6 millions de pièces. Dans ces vestiges déchiquetés, les inspecteurs devront découvrir la clé du mystère de son écrasement. Le poste de pilotage prouve que le vol 103 de Paname s'est désintégré en plein vol. Arraché du fuselage, il s'est écrasé à l'est, à 4 km de Lockerbie. J'ai examiné le toit du cockpit. Les fenêtres étaient intactes, mais le nez de l'appareil était fêlé. C'est comme si le cockpit avait été coupé net à l'entrée de la cabine. En entrant par l'ouverture, on voyait le poste de pilotage. À l'intérieur du cockpit, les inspecteurs notent la position des commandes et des manettes. Ils remarquent aussi que le pilote automatique est enclenché et que les masques à oxygène n'ont pas été libérés. C'est la procédure habituelle des enquêtes d'accidents aériens. Mais on n'a rien découvert d'anormal dans le poste de pilotage. Tout concordait avec un vol de croisière sans histoire. Les inspecteurs sauront bientôt pourquoi la ville de Lockerbie a subi de si terribles dommages. La partie la plus substantielle de l'épave s'est écrasée sur Lockerbie. L'aile gauche et l'aile droite, rattachées par une section de fuselage. Les inspecteurs estiment aussi que l'avion transportait 90 000 kilos de carburant au moment de l'écrasement. En dégringolant presque verticalement à une vitesse de 500 nœuds, ces 150 tonnes de métal ont dû produire une quantité d'énergie colossale. Voilà l'origine du cratère de Lockerbie. Mais pour découvrir les causes de l'écrasement, les inspecteurs devront continuer leurs recherches. Les inspecteurs chargés d'enquêter sur l'écrasement du vol 103 de Paname étudient maintenant les débris découverts au sud de la ville de Lockerbie. Logiquement, ces morceaux ont dû se détacher au début du désastre. Tandis que les équipes de terrain continuent à recueillir des preuves, les inspecteurs épluchent les carnets de maintenance du 747. Ces carnets leur font évaluer l'âge de l'avion. Le Clipper Made of the Seas était le 15e 747 manufacturé par Boeing. C'était un des Boeing les plus âgés de toute la flotte. Il avait été construit en 1970. Il avait donc 18 ans et quelques 75 000 heures de vol à son actif. Une composante cruciale de l'avion a pu céder pendant son passage au-dessus de Lockerbie. Les deux scénarios les plus plausibles étaient la défaillance structurale ou le sabotage. McCharles, Tom Thurman, FBI. Good to meet you, Tom. I was expecting you. Well, very quickly. Tandis que les inspecteurs cherchent des réponses dans les antécédents de l'avion,
la théorie du sabotage est également envisagée. On devait fournir une expertise technique aux enquêteurs écossais à propos des explosifs et du type de dommages attribuables aux explosifs, ainsi que des signes indicatifs de la présence d'une bombe à bord. L'épave déchiquetée du 747 de Paname jonche les basses terres écossaises. S'il y avait une bombe à bord, l'équipe d'enquête risque d'y découvrir des preuves cruciales. Il nous fallait une excellente logistique pour retrouver tous les débris et les entreposer dans un seul endroit afin de les examiner dans l'espoir d'en tirer une conclusion satisfaisante. On a collecté tous les fragments tombés au sol. On les a étudiés afin de chercher des traces d'explosion sur les morceaux de métal. Mais en dehors de toute preuve tangible de l'existence d'une bombe, on considérait cela comme un accident. On était très conscient de la couverture des médias qui avait soulevé l'hypothèse d'un acte terroriste. Mais la direction de l'enquête dépendrait des preuves découvertes sur le terrain. En l'espace de 24 heures, 4 groupes terroristes ont revendiqué la responsabilité de l'attentat. The guardians of the Islamic Revolution are undertaking this heroic execution in revenge for the blowing of the Iranian airplane by America. Dick Marquis est un expert en terrorisme international affilié au FBI. Certaines organisations terroristes ont revendiqué la responsabilité de l'attentat ou en ont été soupçonnées, dont plusieurs groupes iraniens et palestiniens, ainsi qu'un groupe révolutionnaire irlandais. 6 mois plus tôt, la marine américaine avait abattu un avion de passagers iranien en plein vol. 290 personnes sont mortes. Le gouvernement américain a déclaré qu'il s'agissait d'un accident. Mais l'Iran a juré de se venger. Mais d'autres menaces ont été proférées quelques semaines avant l'écrasement mortel. Un avertissement anonyme adressé à l'ambassade américaine d'Helsinki annonçait qu'une bombe serait placée à bord d'un vol de Paname à son départ de Francfort. Finalement, les autorités écartent la possibilité d'un danger. Mais un avis est quand même affiché dans les ambassades américaines. Plusieurs passagers du 747 de Paname étaient venus de Francfort à bord d'un vol de correspondance. Right. Excellent work, everyone. La veille de Noël, 3 jours après l'écrasement de l'avion, l'équipe d'enquête obtient des résultats significatifs. Everyone clear on what they need to do this evening? Terrific. Tom, can I see you? Absolutely. Yeah. You'd like to put your gloves on, I think, for this. Mick Charles avait un sac dans lequel il avait mis un morceau de métal. What is it? We think it's a piece of luggage rail. It helps guide the cargo containers into place. Les inspecteurs de terrain ont découvert des pièces incompatibles avec la séquence de défaillance normale observable dans un cas de défaillance structurale. Nick, this has been very near an explosion. That's what we thought as well. Des petites marques constellent le métal, des cratères qui trahissent l'explosion d'une bombe. Lorsqu'il frappe un objet, particulièrement un objet en métal, les gaz chauds générés par le processus de combustion de l'explosion vont y creuser des trous, un peu comme un chalumeau. Si vous effleurez une pièce de métal avec un chalumeau, vous verrez qu'il y fera immédiatement un petit trou. À part ceux de Lockerbie, c'est le premier débris qui semble avoir été endommagé par le feu. Where did you find it? I'll take you out in the morning. Les basses terres écossaises deviendront bientôt les plus vastes lieux de crimes de la planète. Noël 1988 à Lockerbie, en Écosse. Les résidents n'ont pas le cœur à la fête. Ils sont encore sous le choc de l'écrasement. Christmas is just going to be remembered for all the wrong reasons. It's just tragic for everybody. We'll never believe in God again.
Pour les membres de l'équipe d'enquête, le 25 décembre est une journée de travail comme les autres. Pour moi, c'est ce qui distingue l'écrasement de Lockerbie des autres. Il a eu lieu à Noël, mais on est resté là-bas et on a poursuivi notre travail. Les inspecteurs convergent vers un champ de ferme hors des limites de la ville. Over here! Keep yelling! We can't see you! Over here! Le temps était brumeux, pluvieux, absolument épouvantable. On ne voyait rien à 3 mètres devant soi et tout le champ était couvert de débris. Un second fragment du patin de rail de la soute à bagages a été trouvé. That looks like the piece that you showed me last night. About 20 inches is just gone. Comme par miracle, on a trouvé l'autre fragment du patin de rail pratiquement planté dans le sol. On l'a photographié. C'était un vrai cadeau de Noël. On n'en revenait pas. À peine arrivé, on tombait pile sur l'autre moitié de la pièce endommagée. On n'était pas fascinés, on était survoltés. Ce fragment est également constellé de marques et de cratères prouvant qu'il s'est trouvé à proximité d'une explosion. Les morceaux d'épave ont été découverts à l'entrée du champ de débris situé au sud de Lockerbie. Leur position suggère qu'ils ont été les premiers à se détacher du 747. On avait toujours soupçonné qu'une bombe était à l'origine du désastre, mais on ne voulait pas partager ces soupçons avant qu'ils ne soient corroborés par les experts judiciaires. Un laboratoire judiciaire britannique établit le lien critique en examinant les débris retrouvés près de Lockerbie et en y relevant les traces de 2 produits chimiques utilisés dans la fabrication des explosifs plastiques. Le 28 décembre, 7 jours après l'écrasement, les inspecteurs tiennent leurs preuves. Ils la partagent avec le reste de la planète. It has been established that 2 parts of the metal luggage pallets framework show conclusive evidence of a detonating high explosive. L'écrasement du vol 103 de Paname est officiellement un crime. Dans l'affaire de Lockerbie, notre mandat était de découvrir les responsables et de prouver leur culpabilité. On voulait traduire ces criminels en justice et leur faire payer la mort de 270 personnes. À Lockerbie, les inspecteurs de l'AAIB continuent de trier des tonnes de métal tordu. Je suppose qu'on aurait pu s'en tenir là. Mais même si on avait déjà prouvé l'hypothèse de la bombe, on disposait encore d'une tonne de débris intéressants. En les récupérant, on pourrait mieux comprendre la situation. On savait que la bombe était de petite taille, mais on ignorait tout de son processus explosif. Les inspecteurs s'intéressent particulièrement à la coque du 747. Ils transportent les pièces dans un hangar militaire situé à la sortie de la ville. C'était un hangar de plus de 20 000 mètres carrés. Il était assez long pour qu'on étale le fuselage sur le sol, ouvert comme une coquille de palourde, en utilisant l'axe longitudinal inférieur de l'appareil comme ligne médiane. Le fuselage d'un avion est boulonné à une série de cadres forts. Chacun de ces cadres est numéroté en fonction de la distance qu'il sépare de l'avant de l'appareil. Avant d'étendre les débris de façon bidimensionnelle, nous avons mis des lignes et du ruban adhésif sur le sol afin de créer une grille qui reflétait la géométrie de l'avion. L'équipe se met à assembler les débris comme un gigantesque casse-tête. Une bonne partie de la structure d'un avion possède des formes caractéristiques qui nous ont permis de dire « c'est un cadre de porte ». Et un bon nombre de pièces portent des numéros spécifiques qui nous ont aidés à identifier des fragments plus petits, qu'on n'aurait sans doute pas identifiés autrement. Petit à petit, on recouvre d'autres fragments d'avion visiblement endommagés par la détonation de la bombe. Right, the location is 817204. En assemblant des fragments de fuselage à l'avant de l'appareil, les inspecteurs découvrent avec horreur que la bombe a déchiqueté le 747 à cet endroit précis.
On s'est rendu compte que les dommages causés à cette section de l'appareil étaient très différents des autres. À cet endroit, le fuselage n'est pas déchiré. Il a éclaté en morceaux. Dans la zone de l'explosion, la structure du fuselage était noircie, couverte de suie. Les fractures étaient soudaines et dentelées, contrairement aux déchirures normales du revêtement. Les inspecteurs savent non seulement qu'il y avait une bombe à bord, ils ont même trouvé l'endroit où elle a arraché le fuselage du 747, à la sortie de la soute à bagages avant. Peter Claydon est chargé de remonter les conteneurs de fret qui se trouvaient juste derrière la zone de fragmentation. Mon objectif ultime était l'identification du conteneur où on avait dissimulé l'engin. L'avion transportait environ 20 conteneurs similaires. C'est comme si je devais reconstituer une vingtaine de casse-têtes éparpillés au hasard. Les inspecteurs se concentrent sur les conteneurs de fret retrouvés dans le champ de débris sud, ceux qui ont été éjectés peu après l'explosion. On a finalement conclu que 2 des conteneurs, le premier fait d'aluminium et le second de fibre de verre, étaient impliqués. Ils étaient rangés l'un près de l'autre et ils étaient les seuls à porter les traces de la détonation d'une bombe artisanale. Le conteneur métallique AVE 4041 pique surtout leur curiosité, car il était rangé directement derrière le cadre numéro 700, la zone des plus graves dommages. Le conteneur d'aluminium était très endommagé, tandis que le conteneur voisin, fait en fibre de verre, avait subi ce que je qualifierais de dommages collatéraux. Puis, les inspecteurs fabriquent une simple charpente et y fixent les morceaux du conteneur de fret détruit. Ce long travail de reconstitution balaie leur dernier doute. AVE 4041 contenait la bombe qui a provoqué l'écrasement du vol 103. Un examen minutieux des dommages causés au plancher et au flanc du conteneur leur permet de localiser la hauteur de la bombe, son emplacement dans le conteneur au moment de l'explosion. J'ai compris que l'engin devait être dans une valise, mais que cette valise n'était pas sur le plancher du conteneur. Elle devait être au 2e niveau. L'inspection du registre des bagages confirme que la valise incriminée provenait d'un vol de correspondance. Mais tandis que les experts reconstituent le conteneur, ils découvrent un fragment de débris inhabituel. En l'examinant, j'ai vu un petit fragment de débris coincé dans un pli. En le dépliant doucement, j'ai fait tomber ce morceau. C'était manifestement le fragment d'une carte de circuit imprimée, un circuit électronique. Can you bring me a camera and an evidence bag, please? Let's get this to the lab. Je ne savais pas si c'était un morceau de bombe ou une pièce d'avion. Finalement, les experts judiciaires britanniques identifient le circuit électronique. Il provient d'une marque de radio spécifique et il finira par guider les inspecteurs vers leur poseur de bombes. La découverte d'un fragment de circuit électronique parmi les débris du vol 103 de Paname est diffusée à Washington. Et Tom Thurman, qui est retourné à son bureau, apprend la nouvelle. Ils étaient parvenus à identifier la radio, une Toshiba SF-16. Ironiquement, le nom inscrit sur un côté de ces radios, un slogan, j'imagine, était « Bomb Beat Radio ». La bombe était cachée dans la radiocassette. Et cette radio ressemblait étrangement à celle que les policiers allemands avaient trouvée dans le coffre des membres du groupe terroriste palestinien, arrêté 2 mois avant l'explosion. Les policiers allemands avaient-ils raté un indice? Ces terroristes étaient-ils responsables de l'écrasement du vol 103 de Paname?
Au moment de l'attentat, la cellule allemande du Front populaire de libération de la Palestine était sur notre liste de suspects. En fait, nos renseignements nous portaient à croire que le FPLP était probablement le vrai responsable de l'explosion. 49 des passagers du vol 103 avaient commencé leur voyage dans la ville allemande de Francfort. À Londres, leurs bagages avaient été ensuite chargés à bord du 747 de Paname. Mais la ligne aérienne n'avait pas vérifié si tous les passagers qui avaient enregistré leurs bagages étaient vraiment montés à bord de l'avion. Une bombe fabriquée en Allemagne avait peut-être déjoué la sécurité d'Heathrow, tandis que le terroriste quittait tout bonnement l'aéroport. Si c'était le cas, il fallait maintenant le prouver. Les inspecteurs font une nouvelle découverte. Les deux radiocassettes proviennent du même fabricant, mais celle qu'on a utilisée pour détruire le 747 n'est pas tout à fait identique à celle des terroristes appréhendés en Allemagne. Les deux bombes étaient dissimulées dans des radios Toshiba, mais une des radios avait un seul haut-parleur, tandis que l'autre en avait deux. C'était donc un modèle plus récent. Les divergences des deux modèles suscitent des doutes. Les terroristes islamiques de la cellule allemande ne sont peut-être pas les vrais coupables. On peut souvent étudier le mécanisme d'un engin explosif et dire « Je sais qui l'a fabriqué. J'ai déjà vu ce type de bombe. C'est le travail de tel terroriste. » C'est la signature du poseur de bombe. Les autorités policières devront trouver d'autres indices pour démasquer le fabricant de la bombe. La valise piégée leur fournira peut-être des éléments de preuve supplémentaires. En examinant de minuscules débris, les experts judiciaires découvrent que la bombe était dissimulée à l'intérieur d'une Samsonite Silhouette 4000. La société Samsonite n'avait manufacturé que quelques milliers de ces modèles, tous écoulés dans le Moyen-Orient. Les inspecteurs ont aussi retrouvé des fragments de vêtements endommagés par l'explosion, qui étaient donc proches de l'engin, et peut-être même à l'intérieur de la valise piégée. La plupart des vêtements ont été confectionnés par le même fabricant et vendus sur la petite île de Malte. On a donc poursuivi l'enquête à Malte, où vivait le fabricant et où on avait vendu une partie des vêtements retrouvés à Lockerbie. Les inspecteurs retracent la boutique maltaise qui a écoulé certains vêtements, et son propriétaire leur fournit un nouvel indice. Il nous a donné une excellente information en révélant que l'acheteur avait un accent libyen. Auparavant, on n'avait aucune raison de relier la Libye à l'attentat. Cette vente a eu lieu 2 semaines avant l'explosion. En 1988, la Libye se remettait à peine de plusieurs confrontations avec l'armée américaine. On lui avait imposé des sanctions économiques. Le pays était isolé et l'anti-américanisme de son leader, Mouammar Kadhafi, était notoire. L'attentat à la bombe du vol 103 de Paname était peut-être une attaque de la Libye contre les États-Unis. En épluchant le registre des bagages du 747, les policiers découvrent qu'un seul bagage avait été transporté de Malte à Francfort en début de journée. Le numéro B8849, qui a ensuite continué sa route vers l'aéroport d'Heathrow à Londres. À son arrivée, il a été placé sur le second niveau du conteneur de fret AVE 4041. Les inspecteurs savent maintenant qu'il s'agissait de la valise Samsonite qui transportait la bombe. Plus d'1 an après l'écrasement, une découverte faite à Lockerbie jette de la lumière sur une série d'indices confus. Les experts judiciaires ont trouvé un nouveau fragment de circuit électronique parmi les vêtements achetés à Malte. Il ne provenait pas du circuit de la radio SF-16 et il n'était pas plus gros que la moitié d'un ongle. Une photo du circuit électronique est envoyée à Tom Thurman, qui croit reconnaître le fragment d'un minuteur de bombe. J'ai passé des mois à éplucher tous les dossiers du FBI. Des dossiers qui concernaient des enquêtes qui dataient de très, très longtemps.
Le FBI possède les photos des minuteurs utilisés pour détonner des bombes aux quatre coins de la planète. Mais Tom Thurman n'arrive pas à identifier la pièce trouvée parmi les débris de Lockerbie. Next. J'ai fini par être à court de pistes. Je me suis dit qu'il était temps de sortir du laboratoire. L'expert du FBI demande finalement l'aide de la CIA. J'ai téléphoné à un de mes contacts et je lui ai dit « Il faut que tu vois ça ». En étudiant les rapports de divers attentats à la bombe, Thurman trouve enfin ce qu'il cherchait. Wait a second. That could be the same. Do you have this timer? Lorsqu'il examine le minuteur saisi par la CIA, il est stupéfié. En l'espace de quelques minutes, j'ai eu la chair de poule. En ce moment, elle me revient, car je me souviens très clairement du moment où j'ai compris que ce circuit-là était identique à celui de ma photo. This is what we're looking for. Ce minuteur avait été saisi en Afrique par la CIA quelques années auparavant, alors que deux Libyens tentaient de le faire passer au nez de la sûreté aéroportuaire avec plusieurs kilos d'explosifs. Il est identique au minuteur utilisé à bord du vol 103 et il ne risquait pas d'être déclenché par les changements de pression de l'air, contrairement au dispositif barométrique saisi en Allemagne. Celui-là était réglé pour sauter au moment voulu et non pas à l'altitude voulue. On tenait le minuteur. Un minuteur à retardement avait détruit le 747. Il fallait maintenant découvrir d'où il venait. La bombe du vol 103 avait une radio et un minuteur différents de ceux de la bombe saisie en Allemagne. Un suspect inconnu est donc responsable de l'écrasement du vol 103. Tandis que l'enquête criminelle se complique, l'enquête d'accident se dénoue progressivement. Elle migre finalement de l'Écosse à Farnborough, une ville anglaise, siège d'une florissante industrie aéronautique, et de l'AAIB. Plusieurs mois après l'écrasement du vol 103 de Paname, les inspecteurs de l'AAIB amorcent une colossale entreprise. Ils vont reconstruire une section de 20 mètres du fuselage déchiqueté dans l'espoir d'obtenir des informations que leur modèle bidimensionnel ne pouvait pas leur fournir. Ils comprennent déjà que l'explosion avait ouvert un trou béant d'1,5 mètre sur un flanc de l'avion. Chris Prothero est l'un des principaux inspecteurs d'accidents aériens de l'AAIB. Ce qui était difficile à comprendre, c'est le fait que la zone de dommage direct n'était qu'une piqûre d'épingle en fonction de la taille de l'aéronef. Comment une si petite zone de dommage avait-elle provoqué la destruction complète d'un énorme 747? La bombe qui a provoqué l'écrasement contenait moins d'un demi-kilo d'explosifs. Pourtant, son pouvoir destructeur était immense. Les inspecteurs veulent en savoir davantage sur l'effet des ondes de choc à l'intérieur d'un avion à réaction. Imaginez le plan figé d'une vidéo. Si on peut capter ce plan au moment où l'appareil se déchire, on en apprend beaucoup sur le processus de démembrement. Ils découvrent que l'explosion initiale n'est pas la seule responsable des nombreux dommages. Une vaste section du plafond de l'avion a été poussée vers le haut avec tant de force que les rivets qui la reliaient à sa charpente ont éclaté. Elle n'a pas été déchirée, mais soufflée par une onde de choc. De plus, la reconstruction tridimensionnelle a révélé des endroits, sur la courbe du revêtement et ailleurs, où la forte pression des ondes de choc explosives avait causé des dommages importants à l'intérieur de l'appareil. L'intérieur d'un avion à réaction joue le rôle d'une chambre d'écho en faisant rebondir les ondes de choc d'une bombe. Elle s'amplifie sans cesse jusqu'à ce qu'elle trouve une faiblesse dans le revêtement du fuselage.
et qu'elle le fasse violemment sauter. La reconstruction de Farnborough a prouvé l'immense capacité de destruction d'une bombe, si petite soit-elle, et l'importance vitale de la chasse aux poseurs de bombes. Près de 2 ans après le désastre de Lockerbie, une série de pistes conduit les inspecteurs à Zurich, en Suisse. Ils ont découvert que le minuteur de la bombe provenait d'une société suisse appelée Mibo. Un des propriétaires de Mibo avoue même avoir fabriqué le minuteur. 20 de ces minuteurs avaient été livrés à des représentants du gouvernement de la Libye. Au début de l'enquête, les principaux suspects étaient les membres d'un groupe de terroristes palestiniens basé à Neuss, en Allemagne. Mais il semblait de plus en plus probable qu'ils ne soient pas responsables de l'écrasement du vol 103 de Paname. Il y avait de nombreux suspects, mais petit à petit, en accumulant et en analysant toutes les preuves, on a pointé la Libye du doigt. Les inspecteurs criminels ont pisté le minuteur qui avait détoné la bombe jusqu'en Libye. Ils savent qu'un Libyen avait acheté les vêtements rangés dans la valise piégée, et ils savent aussi que des confrontations armées avaient récemment opposé la Libye aux États-Unis. Il ne leur reste plus qu'à retrouver le poseur de bombes. En 1999, ils lui mettent la main au collet. Abdel al-Megrahi était un agent de renseignement au service du gouvernement libyen. 10 ans après l'explosion fatale, il est arrêté et inculpé d'activités terroristes. C'était un haut fonctionnaire libyen qui avait sûrement accès à tout ce dont il avait besoin. Notre enquête a également prouvé que Megrahi utilisait une société fictive pour transiger avec Mibo. Il s'était rendu à Zurich plusieurs fois et il connaissait les fabricants. Avec ses nombreux liens et les recoupements des témoignages, on ne pouvait faire autrement que d'accepter nos conclusions. En 2001, la Cour écossaise le condamne à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de 270 personnes. 2 ans plus tard, le gouvernement de la Libye accepte officiellement la responsabilité de l'attentat et verse une somme de 2,7 milliards de dollars aux familles des victimes. Panam Airways s'attire également la colère du public pour sa responsabilité dans l'affaire. Une enquête menée en Écosse blâme la société, car le passager qui avait enregistré la valise piégée avant le départ du vol 103 n'était pas monté à bord. Les employés de Panam l'auraient découvert s'ils avaient tenu compte des procédures normalisées. La règle voulant que chaque bagage corresponde à un passager n'avait pas été respectée. La société est déclarée coupable de faute intentionnelle. Dans la foulée de la décision judiciaire, Panam Airways fait faillite. 20 ans après la destruction du vol 103 de Paname, les pièces de son fuselage sont encore rassemblées à Farnborough, en Angleterre. Ces débris seront peut-être utilisés pour former des enquêteurs issus des 4 coins du monde. Car ce sont de précieuses armes dans la guerre contre les terroristes. Dans la ville de Lockerbie, on voit peu de traces de la désolation venue du ciel 20 ans auparavant. Mais dans une petite église située près du site d'écrasement du poste de pilotage, on peut lire un sombre rappel de cette nuit de terreur et de l'importance de traduire les coupables en justice. Au-dessus de la Méditerranée, 2 pilotes sont aux prises avec un moteur en panne. Engine relights. Negative. Stop. Engine 1 is flamed out.
À 72 km de la terre ferme, les pilotes prennent une décision déchirante. Prepare to ditch. Oh my God, be merciful. Les passagers doivent eux aussi prendre une décision lourde de conséquences. Do not inflate your vest! L'accident déchirera des familles. Une vaste opération de sauvetage en mer est lancée. De même qu'une enquête internationale, afin de découvrir pourquoi les deux moteurs de l'un des avions les plus populaires du monde se sont éteints en plein vol. Le 6 août 2005, à Bari, en Italie. Une ancienne ville portuaire qui longe la mer Adriatique où s'entremêlent le passé et le présent. Au nord de cette ville historique, l'aéroport international de Bari accueille 10 grandes compagnies aériennes et plus de 1,5 million de passagers chaque année. Tuninter Airlines, une compagnie tunisienne, figure parmi ces transporteurs aériens. Le commandant de bord, Shafik Garbi, est l'un de leurs pilotes. Aujourd'hui, il est aux commandes du vol 1153. Ce Tunisien de 45 ans est un pilote de formation militaire à la carrière irréprochable. Ali Kebayer, 28 ans, est son copilote. How much fuel are you adding? 400 kilograms. 2,700 total? Yes. Le commandant Garbi et son copilote ont fait le trajet Tunis-Bari plus tôt en matinée, où 34 passagers italiens sont montés à bord. Ils vont bientôt s'envoler pour Djerba, une station balnéaire tunisienne. Parmi les passagers se trouve Luca Squicciarini, un policier de 31 ans, et sa petite amie Paola. On aurait préféré aller à Cap Verde plutôt qu'à Djerba, mais il y avait une vague d'attentats terroristes à l'époque. Il aurait fallu prendre un vol à partir de Rome ou de Milan. Comme ce sont des aéroports très achalandés, on a laissé tomber l'idée d'aller à Cap Verde parce que Paola était trop craintive. C'était notre premier voyage ensemble, Paola et moi. On avait fait connaissance l'hiver précédent et on prévoyait se marier l'année suivante. To tighten your belt, pull on the loose end of the strap. To release your seat belt, lift the upper portion of the buckle. Ladies and gentlemen, your life vests are located beneath your seats. To inflate the vest, pull firmly on the red cord, only when you're leaving the aircraft. If you need to refill the vest, blow into the mouthpiece. TS LBB, flight 1153. Permission for takeoff granted. Roger that. Clear for takeoff. Final prep for departure. Il s'agit d'un avion français, un ATR-72. Ce petit turbopropulseur est parfait pour les vols de courte durée. Il ne demande pas beaucoup d'entretien et il n'est pas gourmand en carburant. L'avion décolle de Bari peu après 14h30. 49 minutes après le décollage, le vol 1153 se trouve à 640 km de Djerba, sa destination finale. On bavardait avec d'autres passagers. Tout le monde était excité de partir en vacances. Soudainement, à 120 km de la terre ferme, à 7000 mètres d'altitude au-dessus de la mer, le moteur droit de l'avion s'éteint. We've lost engine number 2. Let's get to 17,000 feet. TUI 1153, request 170. TUI 115. Le commandant Garbi amorce une descente d'urgence. Sending 170.
Quand un seul moteur s'éteint, il faut voler à plus basse altitude. L'air est plus dense et l'hélice gagne en efficacité. Dans de telles circonstances, avec un seul moteur, il est préférable que le ATR-72 vole à une altitude de 5000 mètres. Power lever, flight idle, start button. L'équipage tente de rallumer le moteur droit. Negative. Fuel supply, check. Mais 2 minutes après l'extinction du moteur droit, Stop! Stop! Engine number 1 is flamed out. les 2 moteurs de l'avion sont en panne. Les moteurs se sont tus. On a d'abord cru à une attaque terroriste, parce que c'était presque devenu courant à l'époque. On se demandait ce qui se passait. On a regardé le poste de pilotage pour voir si quelqu'un essayait de détourner l'avion. L'avion plonge vers l'océan à une vitesse de 245 mètres par minute. Mayday! 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 DUI 1153. We have lost both engines. Request immediate landing at Palermo. Les pilotes espèrent encore atteindre un aéroport, mais ils ont 110 km d'océan à franchir avant de survoler la terre ferme. Ils sont formés pour réagir en cas d'urgence de toutes sortes. Ils disposent d'une liste de vérification les aidant à régler la plupart des problèmes. Both engines flame out checklist. Fuel supply, check. Les pilotes ne savent pas pourquoi les moteurs se sont arrêtés. Leur seul indice est le voyant pression basse carburant qui clignote. Ce voyant prévient le pilote que la pression du carburant qui se rend au moteur est basse. Il peut s'agir d'un problème mécanique ou d'un problème de contamination. Les pilotes suivent les directives de l'avionneur pour rallumer les moteurs. Fuel supply, check. Power lever, flight idle. Start button. Engine relight. Negative. Get Chokri. Le commandant demande à l'équipage de cabine de prévenir le mécanicien de bord, Chokri Arbaoui. Palermo approach. This is TUI 1153. We have lost both engines. Request immediate landing. L'aéroport le plus près est celui de Palerme, sur l'île italienne de la Sicile. TUI 1153, Palermo. Affirmative, you are clear for landing. Palermo approach. What is our distance to the airport? Your distance to Palermo is now 48 nautical miles. On connaît le rythme auquel tombe du ciel un ATR-72. Il perd 6 cm d'altitude pour chaque mètre parcouru. L'avion ne pourra pas planer sur une distance de 48 000 marins. I don't think we're gonna make it. S'ils ne rallument pas les moteurs au plus vite, ils n'auront d'autre choix que d'atterrir dans l'océan. Prendre la décision de se poser sur l'eau est déchirant parce que c'est la manœuvre la plus difficile qui soit. Il y a de la houle, des vagues, du vent. Est-ce que quelqu'un va repérer l'avion? Combien de temps l'appareil pourra-t-il flotter? Faire amérir un avion de passagers est extrêmement dangereux. En 1996, un pilote d'Ethiopian Airlines a améri sur l'océan Indien. L'amérissage du 767 a été filmé par un touriste sur la plage. 50 personnes ont survécu, mais 125 autres ont péri. L'équipage des petits avions ATR ne compte habituellement pas de mécanicien à bord. Mais quand il y en a un, il voyage dans la cabine. Je me souviens de cet homme qui a regardé la jante de bord en faisant non de la tête quand le deuxième moteur s'est tu. Ce geste voulait dire qu'il n'y avait plus rien à faire. L'équipage du vol 1153 a tout essayé. Le temps manque. Il n'y a plus d'autre solution. Le mécanicien de bord, Chokri Arbaoui, tente lui aussi de rallumer les moteurs du vol 1153. You've run the checklist. Yes. Le commandant de bord espère que le mécanicien aura une idée qui ne figure pas sur la liste.
Attempt to restart the engines. Right engine first. Fuel supply, check. Engine 2 start, power button, on. Engine relight, negative. Palermo approach, TUI 1153. Any closer airport where we can land? Negative 1153. Palermo Airport is the closest airport to your position. We're not going to make it. Prepare to ditch. Oh my God, be merciful. The captain has decided to land the plane at sea. Vous pouvez imaginer la panique qui a envahi la cabine. Les gens criaient et pleuraient. Please stay calm and follow your crew's instructions. Il y avait une petite fille à l'avant de l'avion. Elle jouait et elle était très excitée. C'était tellement triste de voir la panique dans le regard de sa mère. TUI 1153. What is your fuel load? Cockpit fuel quantity 1,800 kilograms. Selon l'indicateur de quantité carburant, il y en a suffisamment. Mais pour une raison inconnue, les deux moteurs refusent de redémarrer. À peine 10 minutes après le début des ennuis, l'avion vole à 2100 mètres au-dessus de l'océan et il poursuit sa descente. À l'extérieur règne un profond silence, mais dans la cabine, c'est la panique. Please remain in your seats with your seatbelts fastened. Mon premier réflexe a été de détacher ma ceinture pour ne pas rester prisonnier de l'appareil sous l'eau. Je ne voulais pas me retrouver coincé sur mon siège et mourir noyé. Ensuite, j'ai enfilé mon gilet de sauvetage et je l'ai gonflé. Je voulais amortir le choc de l'impact. Do not inflate your vests until you left the plane. Il est fort probable qu'en amérissant, l'avion se remplira d'eau. Voilà pourquoi on demande aux passagers de ne gonfler leur gilet de sauvetage qu'après être sortis de l'avion. Sinon, ils risquent de rester coincés dans le fuselage inondé et de se noyer. Dans l'écrasement de l'avion d'Ethiopian Airlines, plusieurs passagers n'ont pas respecté cette consigne et se sont noyés après avoir survécu à l'impact. Negative. Il n'y a pas que les moteurs qui sont en panne. Engine 2 start, power button. Plusieurs instruments fonctionnent grâce aux moteurs. Sans eux, des jauges essentielles sont éteintes. Quand les deux moteurs ne fonctionnent plus, on vole avec les instruments de secours, un indicateur d'assiette et un altimètre. Fuel supply, check. Engine 2 start. L'équipage essaie toujours de rallumer les moteurs, mais le temps manque. They're not doing anything. Confirm distance, please. Your Distance is now 20 miles. Boats. I see boats. Le conseil d'amérir près d'un bateau ne figure sur aucune liste de vérification. C'est pourtant une décision éclairée parce qu'avec un navire à proximité, l'opération de sauvetage peut commencer sans délai et les chances de survie sont meilleures. Palermo approach. It's TUI 1153. We can't make it to the airport. We see two boats on the left side. We're going there. If you can, please call. Le commandant de bord, Garby, effectue un virage et met le cap sur les bateaux. Can you send helicopters or something similar? Fast, fast, fast. emergency. All marine units, aircraft in distress, 20 nautical miles of Palermo. L'avion n'a pas encore touché l'eau que les secours sont en route. Autopress. Même s'il s'agit d'une manœuvre exceptionnelle, il y a des consignes pour l'amérissage d'un avion sur l'eau. Avant d'amérir, l'équipage doit s'assurer que le train d'atterrissage est rentré pour que l'avion se pose le moins brutalement possible. Landing gear lever up. Quand les pilotes amérissent, ils veulent que leur avion soit le plus aérodynamique possible pour qu'il glisse dans l'eau lors de l'impact. Non seulement les pilotes surveillent-ils les différents systèmes de l'avion, mais ils doivent évaluer les conditions de l'océan. Ils ne veulent pas heurter une vague de plein fouet. Si l'avion heurte une vague ou la houle perpendiculairement, c'est l'équivalent de s'écraser sur du ciment. Il va voler en éclats.
Les passagers voient ce qui les attend. Je me tenais fermement au siège devant moi. Par le hublot, je voyais que l'impact était imminent. L'avion se trouve maintenant à 210 mètres au-dessus de la mer. You're with me, Ellie, huh? Careful. Shokri, ready? Ready. Here we go. There is no other God but Allah. Muhammad is his messenger. In the name of God, merciful, merciful. L'avion heurte l'océan à une vitesse de 230 km/h. Plusieurs passagers du vol 1153 de Tunenter Airlines tentent de remonter à la surface. J'ai repris conscience dans l'eau. J'étais à 2 ou 3 mètres de la surface. Quand j'ai sorti la tête de l'eau, je ne portais plus que mon pantalon. J'ai perdu mes vêtements et mon gilet de sauvetage lors de l'impact. Je me suis agrippé à un sac gonflable. J'étais en état de choc. J'étais entouré de toutes sortes de débris. Je pensais seulement à Paola. J'étais sûr que j'allais mourir parce que je crachais du sang. J'avais l'impression que mes poumons étaient remplis de sang. Le commandant de bord, Garbi, est toujours vivant, mais il est gravement blessé. Son copilote, Ali Kebayer, a lui aussi survécu, mais le mécanicien de bord, Chokri Arbaoui, est mort. À bord des bateaux avoisinants, personne n'a été témoin de l'écrasement du vol 1153. L'avion s'est brisé en 3 morceaux. La section de la queue et une grande partie du fuselage ont coulé au fond de l'océan, mais la plus grosse partie, avec les 2 ailes, flotte à la surface de l'eau. Elle sert de radeau de sauvetage improvisé pour les survivants. Mais tous les passagers n'ont pas eu la même chance. Plusieurs sont restés prisonniers de l'épave. Au cours des heures qui suivent, le site de l'écrasement fourmille de secouristes. En mer et du haut des airs, ils cherchent des survivants. 23 personnes sont repêchées dans les eaux de la Méditerranée. Mais 16 victimes ont péri dans l'écrasement, dont Paola Di Ciaula. Mes proches m'ont appris son décès quelques jours plus tard. J'étais encore à l'hôpital. Je n'ai pas réagi. Paola était partie. C'est quand je suis rentré à la maison que la réalité m'a frappé. En me rendant au cimetière, j'ai réalisé ce qui s'était passé. C'est à ce moment que la tristesse m'a envahi. Ceux qui ont perdu la vie n'ont pas eu la chance de nager jusqu'à la surface. La gravité de leurs blessures les en a empêchés après le terrible impact de l'avion sur l'eau. La plupart des survivants étaient assis à l'arrière de l'appareil, tandis que la plupart des victimes étaient assises à l'avant. Ces 2 parties, de même que d'importants indices, se trouvent maintenant au fond de l'eau. La section qui n'a pas sombré et remorquée au port de Palerme est transportée dans un hangar. Une équipe d'experts du Bureau national de la sécurité aérienne de l'Italie, l'ANSV, se met au travail. Leur responsabilité consiste à comprendre pourquoi les moteurs du vol 1153 se sont éteints en plein vol. Il fallait recueillir le plus d'indices possible pour répondre à 2 questions essentielles. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Vincenzo Penetta, l'enquêteur en chef de l'ANSV, est à la tête de l'équipe. Je suis arrivé à Palerme le lendemain de l'accident, le 7, très tôt le matin. Ingénieur d'essai de formation, Penetta a mené plusieurs enquêtes d'accidents aériens.
Les moteurs et le tronçon central du fuselage du vol 1153 de Tunantair Airlines ont été repêchés. Le reste de l'épave repose quelque part au large des côtes de la Sicile. L'enregistreur de bord et l'enregistreur de conversation de poste de pilotage, sans oublier la partie avant de fuselage, se trouvaient à 1500 mètres au fond de l'océan. Voilà le principal défi que posait cette enquête. Pendant que la marine italienne mène des recherches en eau profonde pour trouver le reste de l'épave et les cruciales boîtes noires, les enquêteurs italiens obtiennent la collaboration de l'avionneur européen ATR. Giuseppe Caldarelli de la compagnie ATR est sur place pour découvrir si l'appareil est responsable de l'accident. Dès qu'une personne seule perd la vie dans un accident, je considère que c'est un gros accident. Des centaines d'ATR 72 volent dans le ciel aux 4 coins du monde chaque jour. Ces avions ont une structure solide et des systèmes hautement performants, en plus d'être très rentables. Penetta et Caldarelli travaillent de concert pour découvrir pourquoi les moteurs d'un avion aussi sophistiqué sont tombés en panne en plein ciel. TUI 1153, we have lost both engines. Et pour éviter que ça ne se reproduise. Captain Garvey, how are you? I'm getting better, thank you. Les enquêteurs veulent savoir ce qui s'est passé dans le poste de pilotage du vol 1153 quand les moteurs se sont éteints. Sans l'enregistreur de conversation, ils doivent se fier à la mémoire des passagers et des membres de l'équipage qui ont survécu. La cause la plus probable était le manque de carburant. Mais selon le commandant Shafik Garbi, là n'était pas le problème. What were your fuel readings? The fuel quantity indicator said 1,800 kilograms of fuel. What is your fuel load? Cockpit fuel quantity 1,800 kilograms. Fuel supply, check. Was there any warning that you were low on fuel? There was definitely no low fuel warning. Just a low feed pressure light. L'indicateur de baisse de niveau de carburant ne s'est pas allumé, mais le voyant pression basse carburant a clignoté. Voilà un indice de taille. Habituellement, ce voyant clignote pour prévenir qu'il y a un problème d'alimentation du moteur en carburant. Comme la jauge de l'avion indiquait que le carburant ne se rendait pas au moteur, Giuseppe Caldarelli de l'ATR présume qu'un composant de la ligne d'alimentation en carburant était défectueux. Quatre ans auparavant, dans un Airbus d'Air Transat, une fuite s'est produite dans la tuyauterie de carburant qui alimentait le moteur droit de l'avion. À la longue, l'appareil a perdu tout son carburant et les deux moteurs se sont éteints. Les pilotes ont dû effectuer un atterrissage d'urgence. Cet accident ressemble étrangement à la tragédie de Tunantair. L'équipe de Giuseppe Caldarelli examine attentivement la tuyauterie de carburant à la recherche de brèches ou d'obstructions ou encore d'une défectuosité des pompes carburant qui aurait empêché le kérosène de se rendre au moteur. Tandis que l'enquêteur Caldarelli attend les techniciens qui procéderont à l'analyse de la tuyauterie et des pompes, Vincenzo Penetta avance une autre hypothèse. Il se demande si le carburant à bord de l'avion n'était pas contaminé. La contamination du combustible peut provenir de 4 ou 5 sources différentes. Le kérosène utilisé dans les avions à réaction est très fragile. S'il n'est pas entreposé ou transporté adéquatement, il peut être contaminé par l'eau, le sable, les moisissures ou même les résidus collants des tuyaux des réservoirs de ravitaillement. Chacun de ces contaminants potentiels peut empêcher la combustion adéquate du kérosène. Voilà une cause possible de l'extinction des moteurs. How much fuel are you adding? 400 kilograms. L'avion a été ravitaillé pour la dernière fois à Bari. Des échantillons du réservoir sont prélevés aux fins d'analyse. Penetta veut vérifier si l'un des contaminants potentiels aurait souillé le carburant du vol 1153, entraînant ainsi une mauvaise combustion et la panne des deux moteurs. Des dépôts peuvent être transférés des réservoirs du camion-citerne, ce qui bouche la tuyauterie de carburant et cause des problèmes de moteur. Les techniciens retirent les filtres à carburant du camion-citerne pour déceler la présence d'une contamination.
On prélève également des échantillons sur les tuyaux et les raccords à la recherche de résidus collants ou de colonies de micro-organismes. Ils sont analysés dans un laboratoire de l'armée de l'air italienne. Le carburant est filtré pour recueillir les minuscules particules flottantes. Il est ensuite soigneusement examiné pour déceler d'éventuelles impuretés. Les filtres du camion-citerne sont également inspectés pour y chercher des résidus ou des dépôts provenant des réservoirs. Pendant ce temps, à Palerme, Caldarelli et ses techniciens ont complété leurs analyses de la tuyauterie et des pompes de carburant du vol 1153. Les résultats de ces tests poussés sont sans équivoque. La tuyauterie de carburant était en bon état et il n'y avait pas de fuite. Si le système d'alimentation fonctionnait correctement et que les deux pilotes sont formels quant à la quantité de kérosène, The fuel quantity indicator said 1,800 kilograms of fuel. pourquoi les moteurs de l'avion se sont-ils éteints? Les résultats des analyses du réservoir de carburant de Bari sont tout aussi concluants. Les filtres à carburant, les tuyaux, les raccords et les réservoirs de l'aéroport de Bari sont exempts d'impuretés. On a donc écarté l'hypothèse de la contamination du carburant ayant provoqué la perte des deux moteurs. Les enquêteurs ignorent toujours la cause de l'écrasement du vol 1153. Mais autre chose tracasse Vincenzo Pennetta. Si l'avion était rempli de carburant, et l'on sait que le carburant se trouve dans les ailes de l'avion, pourquoi la section des ailes flottait-elle sur l'eau? L'enquêteur Vincenzo Pennetta soupçonne que le vol 1153 n'a pas eu autant de carburant que le croyaient les pilotes, mais il ne sait pas comment l'expliquer. Après 2 semaines d'enquête, les doutes de Pennetta sont sur le point de se confirmer. 2 semaines après l'écrasement, on a reçu de la documentation technique de la part de la compagnie aérienne. Selon le carnet de maintenance, le commandant Garbi a piloté le même avion la veille de la catastrophe. Après ce vol, il a signalé un problème avec l'indicateur de quantité carburant. À la suite de ce vol, il a mentionné que l'afficheur droit de l'indicateur ne fonctionnait pas et qu'il fallait le remplacer. L'indicateur de quantité carburant, ou FQI, est une jauge de carburant à laquelle les pilotes se fient pour savoir combien il reste de carburant à bord. Les voyants du FQI étaient défectueux, comme l'a noté le commandant Garbi dans son carnet de maintenance. L'indicateur de quantité carburant a été remplacé la veille de l'écrasement. Le carnet de maintenance soulève l'hypothèse que le FQI nouvellement installé n'était pas conçu pour ce type d'appareil. Le numéro de modèle ne semble pas concorder. La flotte de la compagnie Tunenter compte 2 types d'avions ATR, l'ATR-42 et son pendant plus gros, l'ATR-72. Les indicateurs de quantité de carburant des 2 appareils semblent parfaitement identiques, si ce n'est du numéro de modèle inscrit au-dessus des afficheurs. Le modèle 2500 est conçu pour l'ATR 72, mais selon le carnet de maintenance, les mécaniciens ont installé le modèle numéro 2250. Voilà un précieux indice, mais Pennetta n'est pas convaincu que le mauvais modèle d'indicateur de quantité carburant a vraiment été installé dans l'avion. Il pouvait y avoir une erreur dans le carnet de maintenance. Il fallait vérifier. Et il n'y a qu'une seule façon de savoir si le vol 1153 avait l'indicateur de quantité carburant approprié. Le retrouver au fond de l'océan. Il fallait repêcher l'épave de l'avion pour voir de nos propres yeux le numéro de modèle de l'indicateur de quantité carburant. Ce n'est que 3 semaines après l'écrasement que les enquêteurs récupèrent l'épave au fond de l'océan.
La queue et le nez de l'avion retrouvés à 1500 mètres de profondeur sont remontés à la surface grâce à un navire militaire. Peneta est sur place pour accueillir le poste de pilotage dès sa sortie de l'eau. Une seule chose l'intéresse à l'intérieur. Quand on a repêché l'épave au fond de l'océan, j'ai constaté qu'effectivement, l'indicateur de quantité carburant était le modèle destiné à l'ATR-42. On avait la preuve irréfutable. Le mauvais modèle de FQI avait été installé sur le vol 1153. Peneta est enfin sur la bonne piste. L'indicateur de quantité carburant recueille ces données grâce à des capteurs situés à l'intérieur des réservoirs et il calcule la quantité de carburant qui s'y trouve. Mais comme les réservoirs des ATR 42 et 72 ne sont pas de la même taille, les modèles d'indicateurs de quantité carburant ne sont pas interchangeables. Cockpit fuel quantity 1800 kilograms. Les enquêteurs en concluent qu'à 7000 mètres au-dessus de la Méditerranée, l'erreur de modèle d'indicateur de quantité carburant a laissé croire à l'équipage qu'il y avait suffisamment de carburant, alors que leur réservoir était vide. Il est impossible de rallumer les moteurs. Des centaines d'ATR 42 et d'ATR 72 parcourent encore le ciel. L'enjeu est de taille. Risque-t-il d'y avoir d'autres avions volant avec le mauvais modèle d'indicateur? Notre première recommandation de sécurité a été de prévenir toutes les compagnies aériennes possédant des ATR-42 et des ATR-72 au sein de leur flotte de vérifier le modèle d'indicateur de quantité carburant installé sur leurs appareils. Les enquêteurs Peneta et Caldarelli sont parvenus à faire la lumière sur la cause de l'extinction des moteurs du vol 1153 en plein ciel. Mais l'enquête n'est pas terminée pour autant. Les procédures de vol auraient dû permettre de constater l'erreur avant le décollage. Le désastre aurait pu être évité. L'avion du commandant Garby a subi une réparation en Tunisie la veille de l'écrasement. Le FQI de l'appareil indiquait alors 790 kg de carburant dans les réservoirs. Après l'installation du nouvel indicateur de quantité carburant, la quantité de kérosène affichée est passée à 3100 kg. Elle a presque quadruplé. Le lendemain matin, le commandant Garby a remarqué l'augmentation de la quantité de carburant et il a présumé qu'on avait ravitaillé l'appareil. Or, dès qu'un avion est ravitaillé, un avis est déposé dans le poste de pilotage. Where's the refueling slip? Le pilote a demandé à l'agent de régulation des vols où était l'avis de ravitaillement. Mais ce dernier n'a pas pu mettre la main sur la note. I'll get it to you when you get back from Jerba. Roger that. Or, il n'y avait pas d'avis de ravitaillement tout simplement parce que l'avion n'avait pas été ravitaillé. Contrairement à la réglementation en vigueur, le commandant de bord a décollé sans ce bout de papier d'une importance capitale. La réglementation interdit au pilote de décoller tant qu'il n'est pas certain de sa quantité de carburant. Le commandant Garby a d'abord gagné Bari, en Italie, avec le mauvais modèle d'indicateur de quantité carburant et moins de carburant qu'il ne le croit. Il a ensuite fait la pointe de son appareil avant de décoller pour sa destination finale, Djerba. How much fuel are you adding? 400 kilograms. 2,700 total? Yes. Persuadé que ses réservoirs contiennent 2700 kg de carburant, le commandant Garby s'est envolé pour Djerba. Si le bon indicateur de quantité carburant avait été installé, le commandant aurait su qu'il avait seulement 540 kg de carburant, ce qui était loin d'être suffisant pour son trajet. Mayday! 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 TUI 1153 request immediate landing at Palermo. We've lost both engines.
L'enquête de Penetta est close. Il rédige son rapport final. Mais son collègue Giuseppe Caldarelli lance un pavé dans la mare. Même sans carburant et les moteurs en panne, le vol 1153 aurait pu atteindre la terre ferme. TUI 1153. Il se demande si les pilotes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour poser l'appareil en sécurité à Palerme. TUI 1153. Les enquêteurs ont une surprise de taille après avoir demandé à des pilotes d'essai expérimentés de voler dans les mêmes circonstances. Okay, we are now in big trouble because the second engine has gone off. So Vincenzo Penetta et Giuseppe Caldarelli ont une dernière énigme à résoudre dans l'écrasement du vol 1153 de Tunenter Airlines. Des erreurs commises par les pilotes ont-elles coûté la vie à des passagers? We're not gonna make it. Prepare to ditch. Caldarelli et son équipe se penchent sur les caractéristiques techniques de l'avion. Leur conclusion est surprenante. Le vol 1153 aurait pu planer jusqu'à Palerme. Selon les données de l'avionneur, un ATR est capable de planer sur 5 km pour chaque 300 mètres de descente. Grâce au vent arrière qui soufflait ce jour-là, le vol 1153 aurait pu planer sur 113 km jusqu'à Palerme. L'équipage avait de bonnes chances d'y arriver. Landing gear lever up. Mais où les pilotes du vol 1153 se sont-ils trompés? Pour répondre à cette question, les enquêteurs Penetta et Caldarelli recréent les conditions précises du vol 1153 dans un simulateur de vol chez ATR en France. Les pilotes d'essai tentent de faire planer un ATR 72 sur 113 km à partir de l'altitude exacte à laquelle le vol 1153 a perdu son deuxième moteur. La simulation visait à vérifier la distance franchissable de l'appareil à partir de l'extinction du deuxième moteur. Stop! Stop. Engine number 1 is flamed out. Avec les deux moteurs en panne, la priorité est de faire planer l'avion aussi loin que possible. Pour y arriver, les pilotes peuvent changer l'angle de leurs hélices en moulinet. On optimise la distance de planage parcourue en minimisant la résistance. Et pour diminuer cette résistance, il est très important de mettre les hélices en drapeau. La mise en drapeau signifie que l'on change l'angle des hélices face au vent. Cette opération réduit la résistance. Quand on veut mettre les hélices en drapeau en vol, il faut d'abord actionner la manette de poussée en position arrêt et actionner la manette de commande en position mise en drapeau. Les pilotes du vol 1153 n'ont pas mis leurs hélices en drapeau quand les moteurs se sont éteints. Les hélices en moulinet ont alors induit énormément de résistance. Si les pilotes avaient mis leurs hélices en drapeau, l'avion aurait plané sur une plus longue distance. Quand le deuxième moteur est tombé en panne, le commandant Garbi volait à 6700 mètres. À une telle altitude, pour réduire davantage la résistance, on doit ralentir la vitesse de l'avion à 255 km/h, qui est la vitesse optimale pour le planage d'un ATR 72. Curieusement, pour planer le plus loin possible, le pilote ne doit pas voler le plus rapidement possible. Plus un avion vole à grande vitesse, plus le courant aérien fait pression sur l'appareil, créant ainsi davantage de résistance. Chaque type d'avion a sa propre vitesse optimale pour planer sur la plus longue distance possible. L'équipage du vol 1153 a poursuivi sa route à une vitesse de 90 km supérieure à sa vitesse de planage optimale. Voilà qui augmentait la résistance de l'air tout en réduisant la distance de planage. Dans le simulateur, en mettant ses hélices en drapeau et en diminuant la vitesse de l'avion, le pilote d'essai réussit à gagner Palerme. You're with me, Ellie, huh? Careful. Le vol 1153 s'est abîmé en mer à 42 km au large de la côte. L'avion aurait pu se rendre beaucoup plus loin. La simulation confirme que l'équipage avait des chances de gagner la terre ferme.
En théorie, c'était possible d'atteindre la côte, mais l'opération était tout de même très difficile à réussir. Les pilotes de simulateurs ont un avantage considérable sur ceux du vol 1153. Leurs vies ne sont pas en danger et ils savent qu'ils doivent planer. Fuel supply. Check. Le commandant Garby, pour sa part, ignorait qu'il manquait de carburant. Il ne savait donc pas qu'il valait mieux planer jusqu'à Palerme, et il s'est plutôt concentré sur le rallumage de ses moteurs. La mise en drapeau des hélices ne fait pas partie de cette procédure. Si le commandant Garby avait su qu'il n'avait plus de carburant, il aurait probablement tenté de maximiser sa distance de planage. Mais quand il a compris que c'était peine perdue pour les moteurs, il s'est concentré sur le meilleur endroit possible pour amérir, sans oublier qu'il volait sans instrument avec des communications radio interrompues. What is your fuel load? Cockpit fuel quantity 1,800 kilograms. Et plus important encore, le commandant Garby avait la vie de 34 passagers entre les mains. Il est beaucoup plus facile de gérer ce genre de situation dans un simulateur. Parce que si on commet une erreur et qu'on s'écrase, on appuie sur un bouton magique, le bouton « Redémarrer ». Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, avec des passagers dans la cabine derrière nous et la peur de mourir. Your distance is now 20 miles. We're not going to make it. Cette simulation fait ressortir l'importance d'une formation adéquate pour réagir en situation critique, comme l'extinction des deux moteurs. C'est très rare que ça se produise. Le rapport de Vincenzo Pennetta presse les compagnies aériennes de former les pilotes à amérir en cas de panne moteur. Mais la meilleure formation des pilotes est seulement l'une des 17 recommandations du rapport d'accident. La plus importante est probablement la révision en profondeur des indicateurs de quantité carburant des ATR. Il ne fallait plus risquer d'installer un indicateur de type 42 sur un 72 et vice-versa. Afin de s'assurer que les mécaniciens ne répètent pas la même erreur, Pennetta estime que la seule solution réside dans la conception d'un nouveau FQI qui ne pourra s'installer que sur le type d'avion auquel il est destiné. 9 hommes ont été accusés de négligence criminelle pour l'écrasement du vol 1153. Parmi eux, le mécanicien de Tuninter qui a installé le mauvais FQI et le commandant de bord, Garby. I'll get it to you when you get back from Jerba. Roger that. There is no single cause of it. Cette tragédie aérienne n'a pas une cause unique. Comme pour plusieurs accidents, l'écrasement est plutôt le résultat d'une série d'erreurs. C'est inouï. Le bris d'un moteur ou un hublot qui vole en éclats, ça aurait été plus facile à accepter. Mais c'est insensé que des gens aient perdu la vie à cause d'une panne d'essence. Attempt to restart the engine. L'écrasement du vol 1153 est le résultat d'une suite de graves erreurs commises à la fois au sol et dans le ciel. Mais l'enregistreur de bord révèle que la dernière manœuvre effectuée par l'équipage avant de heurter l'océan était absolument parfaite. Here we go. Selon les preuves disponibles, notamment l'enregistreur de bord et les déclarations des membres de l'équipage qui ont survécu, la partie arrière de l'avion a touché l'eau en premier, à l'angle recommandé dans les circonstances, soit 9 degrés. Le commandant Garby a relevé le nez de l'appareil à un angle de 9 degrés au tout dernier moment. Au lieu de plonger dans l'océan, son avion a glissé à la surface de l'eau. Son geste a sauvé plusieurs vies en permettant à un plus grand nombre de passagers de s'extirper de l'épave. Sans sa présence d'esprit, ce terrible accident aurait pu prendre une dimension encore plus tragique.